Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire du programme achat qui portera sur l'article 58 de la loi AGEC, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'un récent décret d'application est sorti. Ce webinaire est organisé dans le cadre du programme achat circulaire et solidaire porté par la métropole du Grand Paris, co-animé par l'Institut national de l'économie circulaire ainsi que l'ECANO via sa filiale, l'Agence des économies solidaires, et soutenu par le Commissariat général au développement durable. Je ne vais pas parler plus longuement, je passe tout de suite la parole à Emmanuelle Ledoux, directrice générale de l'INEC, qui va co-animer ce webinaire. Merci beaucoup pour votre présence. Bonjour à tous, effectivement, merci beaucoup pour votre présence nombreuse. Un mardi matin, les questions de commande publique, et en particulier cet article 58, attirent autant de monde, c'est quand même une très bonne nouvelle. Surtout, comme vous le voyez, on n'a pas été mollo sur le titre, un nouveau décret pour un nouveau départ. Autant dire que nous aussi, on croit mordicus qu'on est vraiment sur un texte qui va permettre une vraie accélération de la circularité dans la commande publique. Donc l'idée, alors au départ, c'était peut-être aussi de se remettre dans le contexte de l'évolution de la clause environnementale dans la commande publique, parce que même, alors je ne sais pas si c'est l'impression que vous avez tous, mais finalement, on a beau, comme on travaille beaucoup dedans, on a l'impression que c'est presque immémorial, et en se replongeant dans les textes, en tout cas, moi, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas si ancien. Et les premières possibilités de clauses environnementales, de clauses sociales dans les marchés publics, ça date de 2014, de la directive qui a élargi le champ de ce qu'on pouvait mettre dans les clauses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était en collectivité avant, etc., à quel point c'était un sujet et le niveau d'insécurité même dans lequel on se retrouvait dès lors qu'on avait des velléités d'être meilleur sur les questions d'ailleurs à la fois environnementales et sociales. Et donc ce cadre sécurisant pour la commande publique, pour la collectivité, pour les élus aussi, finalement reste relativement récent. Alors pourquoi c'est essentiel? Parce qu'on le voit, alors même qu'on a du mal à faire avancer les questions environnementales dans l'économie en général, mais de façon générale même à transformer l'offre. En tant que consommateur, on se situe dans un cadre qui est majoritairement linéaire comme type d'économie et type de production, parce que c'est comme ça. On voit bien que s'il y a un endroit, un espace, une solution pour accélérer les transformations aussi de l'offre et donc d'être en capacité d'impulser une vraie dynamique positive sur l'ensemble du territoire, c'est la commande publique. Alors on le rappelle toujours, mais commande publique aussi bien étatique que collectivité, c'est 8 à 10% du PIB. Donc c'est un des principaux leviers de la transition écologique, en tout cas dans les domaines des achats, produits de grande consommation et bâtiments, construction, etc. C'est probablement le premier levier. Donc vraiment une vraie importance qui soit mieux connue, mieux maîtrisée, et que cette matière juridique, cette matière réglementaire dans laquelle elle se situe soit la plus cadrée possible. L'autre élément, et c'est là aussi où on voit que les avancées réglementaires, donc si tu peux mettre peut-être Malo celle d'après, ça permet aussi d'accélérer, c'est que pendant longtemps, on est resté sur une dynamique finalement très carbone, décarbonation. Alors évidemment, c'est un sujet. Nous, Institut national de l'économie circulaire, fondamentalement, on a une petite obsession sur la question de la maîtrise de la ressource. Enfin bon, comme on vit quand même dans le même pays que tout le monde, on s'intéresse aussi aux questions de décarbonation et de lutte contre le changement climatique. Mais c'est vrai que ça a peut-être aussi pris trop de place. En tout cas, on n'a pas assez partagé avec les autres enjeux de la commande publique, les autres enjeux de la transition écologique tout au long de l'évolution de la commande publique et de la mise en œuvre de clauses environnementales. Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait rien, mais c'était quand même compliqué. Et ça,
pour cela, finalement, l'événement, enfin, l'acte fondateur, alors au-delà de la définition dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte, mais l'acte fondateur presque de l'économie circulaire dans, dans notre corpus réglementaire, dans notre corpus de réflexion, notre corpus politique, qui est la feuille de route pour une économie circulaire en 2018 et la fameuse mesure s'attaquant au sujet de commande publique et indiquant la place que celle-ci devait avoir dans la lutte contre les gaspillages et pour une économie circulaire, ça a permis quand même de créer un vrai espoir en termes de structuration d'un cadre, avec vraiment cette idée que on n'arrivera pas à décarboner, on n'arrivera pas à lutter contre le changement climatique sans être en capacité d'aller vite et en tout cas d'avancer, de transformer en matière de maîtrise de la ressource. Et ça, vous vous souvenez, alors en plus, surtout dans la feuille de route 2018, on faisait beaucoup le lien, en 2018, économie circulaire, on faisait pas mal le lien avec aussi la question de sécurisation des approvisionnements, qui était un sujet qui était finalement assez présent dans la feuille de route. Et c'est vrai que dans cette idée d'achat public circulaire et, euh, et environnementale, on arrivait à faire vraiment un lien avec notre dépendance aux imports, une forme de souveraineté aussi de l'achat public qui permet une forme de maîtrise économique bien plus significative. Alors, c'est pas forcément quelque chose qu'on a retrouvé après dans la loi AG, qui est une loi qui est plus une loi consommateur, une loi qui crée des indices, des labels, etc., qui se tourne vraiment vers la transformation de la demande, peut-être plus que sur la transformation de l'offre. Mais en tout cas, on sentait quand même qu'il y avait les prémices de cette réflexion dans déjà l'article 44 et plus généralement la feuille de route économie circulaire. L'OAGEC est donc le fameux article 58 qui nous occupe aujourd'hui, où là, je disais, c'est vraiment l'acte fondateur de la commande publique circulaire, avec cette idée d'avoir vraiment un cadre. Euh, et donc, alors que jusque-là, alors je dis pas, enfin, je n'ai jamais utilisé bidouiller dès lors qu'on parle de commande publique, mais c'est vrai qu'on s'organisait quand même avec l'existant, avec parfois un certain niveau de complexité. Ça a permis de se dire, bon, bah voilà, on sait où on va, il y a des objectifs, c'est des obligations qui sont nouvelles et qui sont claires pour les acheteurs de l'État comme pour les acheteurs des collectivités territoriales et de leurs groupements, avec des ambitions qui étaient très claires, très ouvertes en tout cas, en matière à la fois de réemploi, matière recyclée et la dimension incorporation. Alors, petit sujet, et là je vois qu'il y a pas mal d'acteurs qui sont là, et où rapidement on a senti qu'il y aurait une forme peut-être de difficulté de mise en œuvre, c'est, alors même que l'ambition était très claire, circulariser la commande publique et organiser finalement, en tout cas permettre l'organisation de filières économiques structurant des boucles vertueuses dans l'ensemble de l'économie. On s'est retrouvé face à un texte. Alors bon, maintenant il y a prescription, il y a un nouveau décret, hein, mais qui, je ne sais pas, vous vous en souvenez, nous a quand même laissé tous largement perplexes euh, au moment de la première lecture. Alors déjà, l'emploi des codes CPV qui manifestement quand même posait question avec beaucoup d'entre vous, hein, sur est-ce que c'était quand même le type de codification le plus adapté par rapport aux enjeux de commande publique dans les collectivités. Donc avec cette réflexion sur des familles de produits qui finalement n'étaient pas très naturelles dans une démarche d'achat public. Et bah, on l'a vu finalement, alors on s'en est rendu compte presque un peu dès le démarrage. Moi, je me souviens qu'au sein de l'INEC, on avait organisé juste après le premier décret, bah, avec Marlene Weber d'ailleurs, qui vient nous rejoindre, un premier décryptage où on s'était rendu compte que c'était quand même pas si simple. Et c'est vrai que dès le démarrage, il y avait eu des questionnements sur la capacité à appréhender ce texte. Donc, on voit le premier rapport qui a été fait sur les trucs, on a remis les grandes lignes.
on s'est rendu compte assez vite que les freins à l'application de ce décret étaient quand même assez nombreux, compte tenu de la complexité. Et là où, bon, entre nous, on est quoi, 150, hein. Là, on s'est dit que ça allait être compliqué. C'est que c'est vrai que c'était une difficulté. Alors évidemment, pour des petites collectivités qui n'ont pas forcément des services achats pléthoriques, mais même les grosses structures avaient du mal à s'y retrouver. Donc très rapidement, et ça faut reconnaître qu'il y a eu vraiment finalement comment dire, une réflexion, il y a un changement de braquet assez rapide dans la réflexion qui a été opérée par les organisations étatiques en charge, à commencer par le Commissariat général au développement durable, qui a finalement, oui, encore une fois, très rapidement, engager la réflexion sur ce que pouvait être finalement le décret de l'article 58 idéal, si tant est que cette phrase ait un quelconque sens. Mais en tout cas, vraiment, cette réflexion en disant on a une ambition forte, très forte, en matière de circularisation de la commande publique, et il faut qu'on soit en capacité de construire un cadre qui permette cela. Et donc très rapidement, finalement, après le premier décret, peut-être un an, hein, juste un an après, la réflexion a été engagée, puis réflexion-action, hein, avec vraiment des choses derrière, à la fois sur bah, les freins donc à l'acquisition, comprendre pourquoi on avait du mal à transformer, mais aussi peut-être ce qui avait été fait de façon plus elliptique avant, mais aussi parce que c'était des domaines d'activité qu'on connaissait moins, une réflexion sur l'offre, en disant c'est pas tout de voir ce qu'on doit demander, mais peut-être que ça sera intéressant de regarder et de demander des choses qui existent. Enfin bon, dit comme ça paraît un peu idiot, mais on le sait tous. On est aussi, dès lors, a fortiori, qu'on parle d'offres circulaires, on est sur des offres qui vont être beaucoup plus éclatées. Enfin, entre le réemploi et le neuf, on sait ce qu'on a. Le réemploi, forcément, il y a de la volatilité, ça dépend des flux, ça dépend de la façon dont on les gère. Il y a une forme de territorialisation, et donc on est sur une offre qui est beaucoup moins connue, donc qui nécessite déjà d'être largement mieux appréhendée. Et de l'autre côté, bah, de voir comment on arrive à travailler avec des acheteurs, alors même que l'essentiel, la totalité, en tout cas la quasi-totalité du Code des marchés publics et des cadres dans lesquels tout le monde opère, finalement, ont été construits dans un cadre linéaire. Rien n'a été fait à la base, parce que tout simplement, ça ne se faisait pas, pour favoriser les boucles. Donc c'est là, vous savez, dans les Apollo 13, à un moment, ils doivent sauver la fusée et il faut faire rentrer des ronds dans des carrés, et ou des carrés dans des ronds, je sais plus ce qui est le plus difficile, mais là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que fondamentalement, il faut créer une commande publique mieux disante, environnementale, etc., en restant dans des cadres qui ont été construits pour faire du moins disant. Je simplifie un peu à l'extrême, et j'imagine qu'il y en a qui sautent sur leur chaise, mais c'est un petit peu l'idée. Pendant longtemps, le sujet, c'était le moins disant. D'intégrer cette dimension environnementale, sociale, etc., ça reste une démarche qui, à l'échelle de l'histoire, est finalement pas si ancienne. Donc, petit à petit, on se rend compte que ces irritants qui existent à plein de niveaux, alors ils existent sur les questions de circularité, mais pas que, enfin, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais on a le sujet aussi sur l'économie de la fonctionnalité, enfin, sur lequel tout le monde va être d'accord. Enfin, quand on dit est-ce qu'il faut privilégier la propriété ou l'usage, bah, évidemment que passer sur l'usage, c'est intéressant. Mais enfin, en finance publique, en étant un peu schématique, l'investissement, c'est bien, le fonctionnement, c'est mal. Donc, au moment où on vous dit de passer de l'investissement à du fonctionnement, finalement, c'est quand même un tout petit peu contre-intuitif. Et au niveau des services financiers, aussi bien étatiques d'ailleurs que des collectivités, il y a un enthousiasme fort mesuré. On va vous dire aussi d'innover, c'est les dispositifs qui existent, achats innovants, il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Enfin bon, le secteur de la commande publique n'est pas forcément non plus celui qui est le plus propre à l'innovation, parce que bah, c'est de l'argent public, c'est normal, et on doit être dans des cadres qui sont connus, sécurisants et forcément contraints. Donc c'est vrai qu'il y a cette forme d'injonction contradictoire qui est finalement forcément permanente. D'où cette idée de vraiment être en capacité à la fois d'accélérer, donc ça c'est lever les freins, mais ça c'est ce que s'efforce aussi, alors en travaillant avec l'ensemble des acteurs privés comme publics hein, d'ailleurs, hein. C'est ce que fait le programme achat très bien avec le programme achat circulaire et solidaire, donc le gros travail qui a été engagé par la métropole du Grand Paris il y a quelques années déjà, à la fois de travailler sur les dynamiques d'achat, ce qui amène forcément à lever les freins, en tout cas les identifier pour que derrière on puisse les regarder. Donc c'est tous les freins qu'on connaît
connaît, les freins sur les difficultés de données, parfois, les cas de la compréhension, la difficulté d'avoir accès à une offre, d'avoir des produits dont la durée de vie est plus longue que la DSP. Enfin voilà, tous ces sujets qu'on connaît et qui nécessitent d'être largement aménagés. Et puis il y a ce sujet vraiment spécifique des achats, ce décret de l'article 58 et ces ambitions-là qui sont quand même très fortes, euh, menées, menées par le Commissariat général au développement durable avec l'ensemble des acteurs et donc le travail qui a été fait sur ce décret. Alors je le redis, mais vraiment, et c'est notable, c'est un travail qui a fait l'objet à la fois d'un travail préparatoire très significatif, je vous le dis encore une fois, sur l'offre, d'échanges, en échange continu avec des acheteurs publics pour comprendre comment ça allait se passer, réflexion finalement assez large sur comment on était en capacité d'améliorer. Bon, je le répète parce que c'est important, un vrai travail sur l'offre par famille de produits et d'aller regarder ce qui fait que ce qui est mis en avant dans les différentes familles de produits et dans les objectifs, c'est quelque chose qui correspond à de l'existant. Enfin, on le sait, parfois dans les mesures environnementales, avec des ambitions, il peut y avoir un peu de vœux pieux, et puis je sais pas, l'espoir que ça marchera en forme de prophétie autoréalisatrice et que donc si on l'annonce, de facto, ça va se passer. Là, il n'y a pas eu ça. Enfin, ça y est vraiment cette réflexion de se dire qu'est-ce que peuvent fournir les gens, donc qu'est-ce qu'on peut demander et comment on arrive à travailler sur des seuils et des ambitions qui ont vraiment du sens. Et puis, la fin des CPV, bon ça j'avais compris que dans le monde de la commande publique, personne n'allait les pleurer, hein. Enfin, c'était plutôt, on a plutôt entendu les bouchons de champagne sauter quand on a compris que les CPV allaient définitivement être tués. Et ça, bon, on l'a vu assez vite, hein, parce qu'il y a eu plusieurs étapes de concertation également avec le ministère, et donc on a compris que bon, ça c'était fini, donc c'était quand même la bonne nouvelle, une des bonnes nouvelles. Un travail aussi sur les définitions, enfin ça je laisserai Marline revenir plus dessus. Donc vraiment il y a à la fois la réunion, c'est vraiment la seule fois de ma vie que je suis aussi dithyrambique sur un décret, hein, donc j'espère que c'est pas... mais un vrai travail sur à la fois euh, une vraie réflexion sur, je vais arrêter avec vrai, mais une réflexion en tout cas significative sur l'ambition métier, et de se dire, voilà, derrière ce décret, il y a des vrais gens qui vont devoir mettre des choses en œuvre. Est-ce qu'ils vont être en capacité de le faire? Donc ça a vraiment été travaillé. C'est un décret pour des acheteurs publics. C'est pas un décret, les juristes parlent aux juristes, et ça mérite d'être mentionné. Il y a eu une réflexion sur les familles de produits, avec l'idée peut-être de les faire plutôt qu'en CPV, de faire avec la façon dont on fonctionne, hein, donc de mettre ça en adéquation avec les REP, ce qui me paraît relativement intuitif, mais enfin qui va quand même faciliter la vie de tout le monde, en intégrant d'ailleurs aussi les nouveaux produits. Donc il y a vraiment une réflexion pour que ces décrets de l'article 58, le nouveau, il soit fait en lien avec le reste de la réglementation et de la mise en œuvre de nouveaux travaux sur ces questions-là. Et alors, ce travail, encore une fois, sur la définition, parce que ça, dans le domaine de l'économie circulaire, les mots, c'est quand même le nerf de la guerre, hein. Et donc, alors, bon, il y a tous les sujets sortis de déchets, etc., dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais enfin, c'est vrai que les sujets réemploi, réutilisation, reconditionné, etc., enfin, c'est pas forcément si simple. Alors, il en reste même beaucoup, des sujets de définition, mais au moins là, on s'y retrouve quand même finalement pas si mal. Et aussi, alors ça, c'était un sujet qui nous tient nous beaucoup, beaucoup à cœur, l'intégration du don. Là-dedans, dans ce décret. Le don, c'est aussi très central en matière d'économie circulaire. On pousse même pour que ce soit le huitième pilier de l'ADEME. Et donc, on arrive aussi au travers des réflexions par la commande publique, dans le grand mouvement qui suit l'interdiction de la destruction des invendus non alimentaires issus de la loi AGEC, qu'on arrive à construire une vraie, alors j'allais dire économie du don, un vrai droit du don, philosophie du don, je ne sais pas, sans doute un peu détroit, mais en tout cas qu'on puisse construire ça. Donc d'ailleurs, on ressollicitera sans doute une partie d'entre vous. On a créé au sein du Conseil national de l'économie circulaire
une réflexion spécifique sur ce sujet en lien avec France Urbaine, donc en lien avec les métropoles, mais pas que, hein, l'ensemble des acteurs, des collectivités et des entreprises vont être intégrés là-dedans. Donc c'est vraiment aussi un sujet sur lequel ce sera intéressant d'avancer. Mais sans plus tarder, je cède la parole. Alors on a tout un système de questions, vous allez voir, c'est très Acteur Studio. Marlène, tu veux que je te vous vois ou pas? Ça fera plus solennel. On a travaillé des années ensemble, donc On ça va n'est pas peut-être faire un peu obligé. bizarre, on n'est pas obligé. Donc voilà, non mais en tout cas, merci infiniment à Marlène de s'être rendue disponible pour, pour ce décryptage. Alors Marlène, comme elle se présentera sans doute pas comme ça, je vais me permettre de le dire. Marlène, tout ce que j'ai cité, alors pas en 2014 où elle était un peu jeune, mais tout ce que j'ai cité depuis la feuille de route économie circulaire, l'article 58, etc., Marlène, c'est une vraie la défenseuse de la circularité dans la commande publique et ce depuis des années. Dès qu'il y a quelque chose de bien dans un texte, dans une loi, un machin à chercher, il y a Marlène quelque part hein, en matière de circularité. Alors, elle l'a fait notamment à l'Institut national de l'économie circulaire, ce qui fait qu'on était à la fois très très triste quand elle est partie et quand même très content que ce soit pour aller s'occuper de commandes publiques au sein du CGDD parce qu'on savait que le sujet serait très bien traité. Donc finalement, ça fait c'est un peu comme si on travaillait toujours ensemble, hein, on se retrouve souvent. Voilà. Et donc Marlène a été, alors avec d'autres, hein, c'est une équipe évidemment nombreuse qui s'est attelée au sujet, mais Marlène a beaucoup travaillé sur ce sujet du décret de l'article 58. Et donc, il y a une personne qui peut venir en parler aujourd'hui et qui connaît toutes les ficelles. Alors, je ne sais pas s'il y a des scoops derrière, le truc de mise en œuvre, mise en place, etc. Mais donc, voilà, s'il y a quelqu'un qui peut vraiment nous en parler avec compétence et passion, c'est Marlène. Donc, première question, je vais essayer de mettre le temps. Donc, quel a été le dispositif qui a permis d'arriver au nouveau dispositif? Mais... Merci Emmanuel, même si n'importe quoi, je suis pas d'accord avec la présentation, mais en tout cas merci beaucoup. Effectivement, comme ça a été présenté au début, et désolée, j'ai raté une petite partie, l'article 58, il a fait déjà l'objet d'un premier décret en mars 2021, et donc qui prévoyait un bilan de mise en œuvre de l'article au regard de l'évolution des pratiques des acheteurs et des fournisseurs en matière de commande publique, et également on regarde l'impact sur l'environnement, donc dans le cadre d'un rapport qui a été remis au Parlement. Voilà, donc pour vous expliquer un peu ce processus qui est arrivé au nouveau dispositif, on a eu donc ce rapport qui a été réalisé, remis au Parlement en juillet dernier, sur la base à la fois d'une enquête qui a été menée auprès d'acheteurs pour évaluer la mise en œuvre du dispositif, l'évolution de leurs pratiques. Une enquête en parallèle qui a été menée auprès des fournisseurs, donc qui a été réalisée notamment avec l'INEC justement sur l'adaptation de l'offre à cette nouvelle demande. Et également, ce rapport s'est basé aussi sur l'impact environnemental de ces dispositions. Et donc, sur la base de ces constats, a été élaboré ce nouveau dispositif avec différents textes qui ont été soumis à consultation publique. Donc, comme l'a mentionné Emmanuel, il y a eu effectivement un gros travail de concertation et de consultation en amont. Donc, en septembre, il y a eu cette consultation publique, puis deux passages devant le Conseil national d'évaluation des normes, et puis un examen par le Conseil d'État en janvier 2024. Ça a impliqué beaucoup d'acteurs, tant en amont de l'élaboration du nouveau dispositif, lors des enquêtes, du bilan d'application, et aussi à l'occasion d'ateliers organisés par le ministère, donc tant avec des acteurs publics qu'avec des acteurs économiques, que aussi sur la base du projet de nouveau texte, lors de la consultation publique et aussi à l'occasion d'échanges bilatéraux, et on continue à échanger encore actuellement. Et donc le nouveau décret a été publié le 21 février dernier, et il a été complété par 2 arrêtés. Donc un premier qui précise la liste des produits qui relèvent de chaque catégorie de produits, donc qui précise les produits concernés. Et puis un deuxième qui fixe la grille de valeur forfaitaire qui permet de comptabiliser les dons, et on y reviendra un peu plus tard. Voilà, donc voilà un petit peu pour le processus, et ça a permis effectivement une simplification, on espère, du dispositif,
avec voilà, une séparation bien distincte des colonnes, la suppression des codes CPV, également une visibilité dans le temps avec une progression pluriannuelle des obligations, des nouvelles catégories de produits et l'intégration également, la valorisation du don. Il y a une autre nouveauté qui adviendra pour l'année prochaine, c'est que la déclaration ne se fera plus sur le site de l'OECP, l'Observatoire économique de la commande publique, mais sur data.gouv. Donc, il y a un site de déclaration en ligne qui permet donc de simplifier cette déclaration, qui est aujourd'hui un peu complexe parfois. Sur ce site où se fait déjà d'autres déclarations, comme par exemple celle de la directive véhicule propre. Donc, il y a un formulaire en ligne assez simple et aussi ce mode de déclaration induit que les déclarations sont publiques. Donc, il n'y a pas de sanction au dispositif, mais voilà, toutes les déclarations des acteurs publics pourront se retrouver en ligne par tous ceux qui souhaitent les trouver. Donc, voilà, c'est aussi une évolution du dispositif pour 2025. Voilà un petit peu pour ce cadre, Emmanuel. Écoute, merci. Alors, la question suivante, c'est sur la question, le décret en fonction de l'offre disponible dans les secteurs identifiés. Bon, finalement, tu y as déjà pas mal répondu. Alors, je vais me permettre une question un petit peu différente peut-être. Alors, bon, là, il se trouve que je suis en direct live d'une usine de fabrication de couches, culottes. Donc, qui évidemment, pour une bonne partie de son activité, qui est soumise à la commande publique. Donc, on faisait la visite avant, échanger avec les acteurs. Et donc, sur les questions recherche et développement, et donc, typiquement, tout ce qu'on peut améliorer en termes de, à la fois, produits qu'on utilise et compostage, compostabilité, etc. Ils disent, en fait, là, on est vraiment sur l'offre, la demande, quoi. C'est-à-dire en gros, leur questionnement, c'est de dire, bah, pour qu'on en fasse, il va falloir qu'on nous en demande. Pour qu'on en demande, il va falloir qu'on nous le paye et qu'on le veuille, etc. Et donc, sur certains sujets, alors je suis désolée, je vais te demander, ça, vous n'aimez pas trop ça dans la fonction publique, mais de demander de sortir un peu de rôle, mais presque, est-ce que, et ça dans les échanges que vous avez eus, tu penses que il y a l'offre disponible et puis là, l'offre, comment dire, potentiellement disponible où on sait qu'elle est là et que finalement, c'est aussi des choses qu'on a pu regarder, de se dire, il y a l'offre de maintenant qu'on peut pousser. Et puis il y a l'offre qui est là, l'offre de 2 ans, etc., qui finalement, elle existe, mais elle attend de trouver son marché. Est-ce que ça, justement, peut-être d'ailleurs avec les seuils d'évolution, etc., tu penses que ça peut avoir un impact, mais... Oui, effectivement, je pense que c'est tout à fait l'esprit du dispositif où, quand on lit la question, on se dit, voilà, est-ce qu'on a cherché à répondre, est-ce que l'offre existe telle qu'elle dans tous les secteurs identifiés par le décret? Donc, effectivement, les secteurs, ils ont été identifiés en fonction à la fois des secteurs où l'offre est la plus avancée. Voilà, en termes de réemployabilité, recyclabilité, mais également en termes d'opportunités sur certaines filières où il y avait une volonté politique de voir se développer une demande de produits plus durables, réemployés, recyclés. Donc, en effet, il y a des filières où l'offre n'est pas encore mature, où elle n'était pas à la publication du décret. Et c'est toute la difficulté des politiques de transition. Mais le dispositif, il a été pensé justement pour, effectivement, comme tu dis, susciter une demande artificiellement de biens plus durables en vue de lancer un signal au monde économique, aux fournisseurs, pour qu'ils fassent évoluer leur offre et pour répondre à ce serpent qui se mord la queue de il n'y a pas de demande, mais il n'y a pas d'offre et donc ça n'avance pas. Et donc, on stimule le marché par la demande, par une demande artificiellement demandée. Bon, vous avez compris l'idée, mais voilà, on crée cette demande artificielle pour permettre de développer une offre de produits vertueux qui, une fois établie, sera également disponible en volume suffisant pour répondre à la demande aussi des entreprises privées. Parce que, je pense que vous l'avez rappelé, c'est une demande qui est induite chaque année. Aujourd'hui, on parle de restrictions budgétaires. C'est des dépenses. Il y a un article des Échos d'hier qui évoquait 300 milliards d'euros pour la commande publique. Bon, les chiffres varient selon les sources, mais ça représenterait 14% du PIB.
Et donc, la commande publique, c'est un levier incontournable. Et si l'offre n'est pas encore mature parfois, néanmoins, les secteurs qui ont été identifiés sont quand même des catégories de produits qui ont été pensés en cohérence, notamment avec le développement des filières REP, de responsabilité élargie du producteur, où les metteurs sur le marché ont également des objectifs en matière de réemploi, de recyclage, donc où un gisement va se développer. Il y a aussi de nouvelles filières REP qui ont été créées, les équipements sportifs, le matériel d'entretien d'espaces verts par exemple, et d'autres, par exemple comme les équipements électriques et électroniques, le mobilier, où auparavant c'était vraiment des objectifs en aval sur le traitement des déchets, et aujourd'hui il y a vraiment des objectifs de résultats sur le réemploi, la réutilisation des produits en amont. Et donc voilà, c'est des secteurs où il y a un potentiel de développement de l'offre, et le dispositif est donc vraiment pensé comme une politique volontariste qui vise à justement susciter donc le développement de cette offre. Et ce qui nous intéresse, c'est, et ce qu'on voit quand même, c'est justement que ça crée des discussions. En fait, voilà, on voit que des fournisseurs viennent nous voir, qui s'inquiètent aussi, voilà, comme tu pouvais le dire, sur certaines filières, et que à la fois, voilà, des fabricants, des installateurs nous contactent, des professionnels du réemploi, et qu'on crée une discussion entre ces différents acteurs de la chaîne de valeur dans certaines filières, pour qu'ils se parlent et pour s'organiser. Et c'est justement le but aussi du dispositif, voilà, face à l'obligation que la filière s'organise et se constitue sur le réemploi, par exemple. Donc oui, on voit voilà, des effets de ce dispositif, pas seulement chez les acheteurs publics, mais aussi dans le secteur privé. Et juste pour terminer, on travaille sur un guide d'accompagnement du coup à l'application de l'article. Donc il y a une partie un peu pédagogique qui répondra aux questions qui, quoi, comment, quand. Et puis ensuite, on va répondre catégorie de produits par catégorie de produits aux problématiques fréquentes des acheteurs. Et donc ces réponses, elles ont été travaillées avec différents acteurs de la filière, enfin des différentes filières. Et elles seront agrémentées de retours d'expérience d'acheteurs qui ont acquis des biens entrant dans le cadre du dispositif. Et voilà, ce guide sera publié d'ici juin. Et on fera sûrement aussi un webinaire à cette occasion. Mais voilà, il y aura aussi cet appui-là à ce moment-là. Ouais, merci. Non, je trouve ça important d'être noté parce que c'est là qu'on voit aussi qu'au-delà même de... Enfin, il y a le lien, comme tu le disais, avec les acheteurs privés sur la structuration d'une offre, hein, mais finalement, avec cette dimension forcément très territoriale qu'on a dans la production circulaire, c'est aussi le lien de l'acheteur public avec l'ensemble, enfin, avec son territoire, hein, et de ce qui peut... Enfin, comment on arrive aussi à driver, à transformer à l'échelon du territoire. Mais c'est vrai que pour ça, la progressivité, ça faisait partie des sujets intéressants. Je crois que ça a été un peu questionné juridiquement d'ailleurs au début sur est-ce que ça tient pas. Mais il y a eu un truc comme ça, non? Mais finalement, le Conseil d'État était d'accord, donc il n'y a pas eu de sujet. Mais en tout cas, non, c'est vrai que ça permet d'avoir des perspectives plutôt qu'une ambition et on ne sait pas comment on y va. Là, au moins, cette forme de progressivité, elle est assez intéressante. Alors, dernier, c'est là qu'on voit que ça, on ouvre plus de sujets qu'on en ferme, mais la nouveauté, la grosse nouveauté aussi dans ce texte, c'est le don, la place du don dans la collectivité. Alors pourquoi finalement mettre le don là et qu'est-ce que vous cherchez? Enfin voilà, c'est quoi l'ambition aussi de cette transformation, enfin de cette intégration en tout cas. Donc la loi mentionne les biens acquis annuellement par les services de l'État, collectivités, etc. Donc étant donné que le législateur n'a pas mentionné les biens achetés, il nous a été possible d'intégrer les biens acquis via un don, donc les biens acquis gratuitement. Et donc on a saisi cette opportunité parce que cette pratique entrait tout à fait dans l'esprit de la loi, qui est de promouvoir, de valoriser le réemploi des biens, car le don, c'est un réemploi par nature, et c'était aussi une forte demande du terrain, des acteurs publics, pour valoriser leurs bonnes pratiques. Parce que voilà, on a eu effectivement beaucoup de demandes, mais tout ne peut pas entrer dans le cadre du 58. Par exemple,
On parlait de biens biosourcés, réparables, les éco-conçus, voilà, d'autres aspects environnementaux. Le 58 vise quand même voilà, les biens acquis, réemployés ou intégrant des matières recyclées. Néanmoins, voilà, les autres dimensions environnementales sont comprises dans d'autres réglementations et peuvent être aussi intégrées dans le cadre aussi général, de l'obligation générale d'intégrer des considérations environnementales dans tous les marchés publics d'ici 2026, qui est prévu par la loi climat et résilience. Donc voilà, si on a envie de valoriser d'autres aspects environnementaux, on peut le faire et on n'est pas, on est tout à fait enjoint à le faire. Et c'est pas contradictoire, mais voilà, ce dispositif est quand même circonscrit au réemploi recyclage. Néanmoins, le don peut être valorisé en tant que réemploi et le Conseil d'État n'y a pas vu à redire sur le plan de la légistique. Donc voilà, on était assez satisfait de cette intégration, même si voilà, ça reste, je pense, symbolique parce que c'est des montants qui restent assez limités, mais ça permet de valoriser ces bonnes pratiques. Alors évidemment, le don est gratuit, mais le dispositif comptabilise en montant d'achat annuel. Et donc, on a travaillé avec les services de la DNID, la Direction nationale d'intervention domaniale. C'est une direction du ministère de l'économie pour réaliser une grille forfaitaire qui permet de valoriser monétairement les dons. Donc, par exemple, un photocopieur, la valeur d'un copieur est fixée à 200 €. Donc, ça ne peut pas aller au-delà de 300 € en raison du principe d'incessibilité à vil prix. Donc, les biens publics ne peuvent pas être donnés gratuitement parce que voilà, c'est de l'argent public s'ils ont une valeur trop importante. Donc, ça reste limité à une valeur de 300 €. Néanmoins, on peut en acheter plein et ils coûteront en dessous de 300 €, mais on peut acheter un nombre de... Enfin, acheter, pardon. On peut donner un nombre illimité de tables, par exemple, qui ont une valeur de 250 €. Et donc, les acquérir via le dispositif du 58. Donc, si on a une table à 300 €, on la coupe en deux et on peut la redonner tranquillement. Voilà. Et après, il y a aussi en fonction du nombre de places assises, voilà, dans la grille, on peut retrouver la valeur monétaire. Mais voilà, de manière pratique, pour garantir la traçabilité du don, tout passe par la plateforme des dons mobiliers du domaine, qui est une plateforme qui marche assez bien et qu'on essaye aussi de valoriser et de faire connaître. Donc, don enchères domaine.gouv.fr. Enfin, voilà, elle est référencée dans l'arrêté. Et donc, elle référence un grand nombre de produits qui a vocation à voilà, grandir grâce à ce genre de dispositif. Donc voilà, cette possibilité d'intégrer le don avait été demandée et donc a été très bien accueillie voilà, quand elle a été publiée dans le nouveau dispositif. Oui, c'est peu de le dire hein, aussi. On était très contents. D'autant que c'est vrai qu'il y a ça fait partie des réflexions qui vont continuer à être menées. D'ailleurs, si ça te va, je vais peut-être voir rapidement un peu la partie perspective, comme ça on peut réfléchir aussi, enfin, dans les échanges, questions, etc., qu'on va avoir ensemble, ça peut faire partie des sujets. Donc, alors, cette réflexion sur le don, donc le CNEC, Conseil national de l'économie circulaire, entend continuer à la mener aussi. Là, c'est vrai que ça a été un grand pas en avant ce que vous avez fait, mais il reste quelques irritants sur le don qui peuvent être largement améliorés. Ça nécessitera sans doute d'ailleurs aussi des questions de définition un peu plus avancées, quoi, parce que si le don, c'est dans le réemploi, est-ce que le réemploi, ça peut être les stocks d'un vendu du neuf, etc. Enfin, il y a plein de choses qui vont rapidement nécessiter d'être questionnées. Donc ça fait partie des sujets où tous, autant que vous êtes, votre contribution sera largement sollicitée, attendue. Alors dans ce qui arrive aussi, alors on aura l'occasion d'en parler sans doute à d'autres moments, mais il y a aussi des dispositions qui viennent là plus que d'AGEC, de loi climat résilience et même loi industrie verte. Alors, c'est plus les sujets carbone, mais ça reste quand même, ça a aussi un impact. Moi, il y a un élément dont j'aimerais pouvoir un peu parler, parce qu'on sait qu'il y aura peut-être un espace aussi justement de travail sur ces irritants et comment on peut accélérer
au-delà de ce qui a déjà été très bien fait par ce nouveau décret, c'est le projet de loi simplification qui sera présenté demain en Conseil des ministres. Donc, comme vous l'avez peut-être vu, en ce moment, c'est compliqué d'aller mettre Enfin, il n'y a pas des masses de projets de loi qui arrivent devant les parlementaires. Et donc, on va dire que là, il y a une espèce de grande fenêtre d'opportunité pour aller mettre des choses et en particulier aller faire des propositions sur la commande publique, parce qu'on sait déjà qu'il y aura au moins un article traitant des sujets de commande publique. Donc là, dans ce qui arrive, enfin voilà, ça peut être le moment aussi. Donc à partir de demain, présentation au Conseil des ministres, puis ça sera ensuite au Sénat au travers normalement d'une commission spéciale, hein, puis l'Assemblée nationale avant tous les trucs de navette, etc. Mais en tout cas, sans doute un moment où on peut aussi travailler sur ces différents textes et les différents sujets encadrant les questions de commande publique. Nous, on a en tête, par exemple, là, c'est pour ça on l'a mis, la question du dispositif achat innovant, qui existe depuis un moment, mais qui est diversement appréhendé en fonction des collectivités, qui mériterait peut-être d'être simplifié, peut-être de voir son montant augmenter, son assiette élargie, que sais-je. Enfin voilà, il y a sans doute des choses à travailler. On a déjà quelques pistes, hein, évidemment, mais de regarder aussi peut-être dans des amendements, ou en tout cas des articles plus d'appel, s'il n'y a pas des réflexions qui peuvent être menées au-delà, la loi MOP. Enfin voilà, il y a beaucoup de sujets qui sont intéressants. Enfin voilà, donc pour tous ceux qui travaillent dans ce secteur, gardez en tête qu'il va y avoir un moment là où, avec, je vous dis encore une fois, au moins un article dans les, je ne sais plus combien ils en ont prévu, je ne sais plus si c'est 25 ou 40, je ne peux dire n'importe quoi, mais au moins un article déjà sur la commande publique et probablement un peu d'action sur le sujet dans les mois qui viennent. Ah oui, pardon, Eva, j'ai fini. C'est vrai que j'en avais convenu d'un signe, genre, je ne sais plus quoi. Pas de problème. Très bien. Merci Emmanuel, merci beaucoup Ouais. Marline. On a 2 questions dans le chat. Je pense que vous avez été très clair, mais voilà, globalement, juste pour repréciser, on nous pose la question de est-ce qu'il est possible de valoriser les dons internes à une collectivité ou entre 2 directions différentes et 2 établissements différents. Est-ce que Marline, peut-être tu peux répondre à cette question? Moi aussi, je peux répondre, mais je vais dire n'importe quoi, alors que Marine, elle fera une bonne réponse. Donc, ouais, privilégier Marine. Voilà, j'ai ciblé. Sur les dons, comme je le mentionnais, donc c'est vraiment, on reste quand même sur des biens acquis. Et donc, on ne peut pas valoriser dans le cadre du décret 58 le fait de passer un bureau du 21e étage au 19e. Ou, enfin voilà, entre 2 services ou entre 2 directions, il faut quand même qu'il y ait une part d'acquisition. Néanmoins, voilà, la collectivité peut valoriser cette démarche-là je sais pas, par une communication auprès de ses citoyens, etc. Mais dans le cadre du 58, on reste sur les biens acquis. C'est dans le cadre, enfin, c'est le texte de la loi. On ne mentionne pas non plus la location, par exemple, qui peut être une bonne pratique également. Mais voilà, la loi, c'est ça. Et on peut aussi imaginer modifier le texte de loi, mais cette modification pourrait, à l'issue du débat parlementaire, être aussi moins ambitieuse qu'elle l'est aujourd'hui. Enfin voilà, c'est pas aujourd'hui le cadre, c'est celui-ci, donc on a la valorisation du don, enfin de l'acquisition par le don, et alors entre 2 établissements différents. Entre 2 établissements différents, c'est possible. Néanmoins, il faut, comme l'a mis aussi Eva dans le chat, passer par la plateforme des dons enchères-domaine.gouv.fr. On peut mettre voilà, son bien et puis l'autre établissement l'acquiert par le biais de cette plateforme qui permet voilà, cette traçabilité, parce qu'il y a beaucoup de plateformes qui existent aujourd'hui, privées, certaines qui ont des pratiques aussi qui sont pas forcément vertueuses. Donc voilà, aujourd'hui, c'est cette plateforme qui est mentionnée par arrêté. Très bien, merci beaucoup Marline, c'était très clair. Je continue à dérouler les questions. Y a-t-il désormais une part minimum de matières recyclées permettant de comptabiliser des produits intégrant des matières recyclées?
Par exemple, acheter une voiture dont seule la boule du levier de vitesse intégrerait des matières recyclées permet-elle de la comptabiliser parmi les produits intégrant des matières recyclées? Question récurrente. Spécifiquement avec la boule de vitesse, il y a vraiment un... C'est ça. Non, mais sur la part de matière recyclée, effectivement, c'est une question qui nous est posée beaucoup et qu'on s'est posée aussi. Néanmoins, pour être pertinent, il aurait fallu fixer un pourcentage de matière recyclée par produit et même par peut-être sous-produit des catégories de produits. Avec cet échelonnage dans le temps. Et puis, on a déjà des pourcentages annuels qui sont parfois difficiles à comprendre. Et aujourd'hui, il aurait fallu aussi mentionner, comme le sous-entend le commentaire, quelle partie, quel matériau doit être recyclé dans le produit. Donc, ça devient très, très complexe. Et ça aurait créé une usine à gaz terrible où on dit voilà, il faudrait que ce soit ce soit la micro-puce de l'ordinateur. Et voilà, donc le choix a été fait de ne pas fixer de pourcentage. Néanmoins, sur les voitures, on a aujourd'hui souvent déjà de la matière recyclée. Donc, souvent, l'enjeu sur les voitures, c'est plutôt sur le réemploi. Et puis, les véhicules ont aussi d'autres exigences, notamment en termes de véhicules propres. Mais il n'y a pas de pourcentage par minimum de matière recyclée. Néanmoins, l'objectif est de ne pas faire du greenwashing et de demander quelques garanties et l'acheteur peut tout à fait demander la part de matière recyclée que le fournisseur a intégré dans son produit. Tout à fait. Et ça peut être même valorisé à travers des critères d'attribution pour permettre à des opérateurs qui sont plus vertueux de se démarquer éventuellement sur ces aspects-là. Je continue à dérouler les questions que je découvre en même temps que vous, pardon, tout arrive en même temps. Donc dans le cas de marché de prestations, par exemple pour de la collecte de déchets qui inclurait de la location d'équipements ou de l'entretien d'espaces verts qui inclut le matériel, doit-on exiger une part de réemploi de la part du prestataire puisque cela nous est demandé? Alors, une des nouveautés du dispositif aussi, c'est que ce n'est pas seulement les marchés de fourniture, mais les marchés également des travaux et de services qui impliquent l'acquisition de biens. Donc, pour des marchés de prestations qui incluent l'acquisition de matériel d'entretien des espaces verts, oui, il faut exiger une part de réemploi de matière recyclée. Néanmoins, pour la location, non, justement, on parle toujours de biens acquis et donc ça ne rentre pas dans le dispositif. Néanmoins, on incite aussi les acteurs à le faire dans tous les marchés, mais il n'y a pas d'obligation là-dessus. Très bien. Question suivante. Les entités adjudicatrices de type opérateur de réseau, hors État et collectivités, sont-elles concernées par le décret? L'article de loi précise bien que ce sont l'État, les collectivités, leurs groupements, et donc ça ne change pas. C'est toujours l'État, les collectivités et leurs groupements. Donc non, pas pour les entités adjudicatrices. Très bien. Ça serait une transformation législative, c'est ça que tu dis en fait. Ouais, c'est ça. Il faudrait changer la loi et là. Et voilà, non, mais typiquement, si vous voulez, pour changer la loi, ça peut être dès demain. Voilà. On le note, on ne sait jamais. Voilà. Effectivement, l'élargissement du champ d'application de l'article 58, ça pourrait être intéressant. Tout à fait. On va faire un vote là entre nous et puis on verra après ce que ça donne. On s'en dira des nouvelles. On a également une question plus pratique. Est-ce que vous pourriez donner des exemples d'applications sur des familles de produits, par exemple sur le mobilier, avec quelle différence ou clarification entre l'ancienne et la nouvelle formule de l'article 58? Par exemple, pour les mobiliers
pour lesquelles il y a une part de recyclé, est-ce que celle-ci prend en compte ou est-ce qu'elle exclut le bois mélaminé ou de l'acier recyclé? Très technique, Marline. Si tu as une réponse à apporter, c'est parfait. Enfin, pour moi, il n'y a pas de différence sur justement le décret n'entre pas dans le détail des matériaux recyclés dans les produits ou réemployés. Donc, il n'y a pas de différence là-dessus. Néanmoins, pour vraiment bien voir les différences entre l'ancien dispositif et le nouveau, l'arrêté qui précise la liste des produits a été voulu pédagogique et donc on a fait une colonne produits, je vais vous l'envoyer dans le fil de discussion, et une colonne qui sont les produits qui entrent dans le champ de l'application depuis 2021 et ceux qui entrent nouvellement dans le champ de l'application. Et donc on voit directement voilà, les produits nouveaux. Donc par exemple, les tablettes et les vidéoprojecteurs n'étaient pas intégrés auparavant et le sont aujourd'hui. Très clair. On va prendre une dernière question avant qu'on clôture ce webinaire qui porte plutôt, je pense plutôt un peu plus large que l'article 58 et qui porte plutôt sur l'offre proposée par les entreprises. Est-il prévu de demander aux entreprises de production, dans le textile par exemple, de faire un inventaire des gisements de ressources existants, tissus de collection antérieure, etc., avant de commencer des matières premières? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là C'est significativement plus large que le décret de l'article 58, là, oui. Complètement. Alors, ce serait une bonne idée. Alors, pas forcément. C'est vrai qu'il y a les réflexions sur le schéma du réemploi. Enfin, pas des réflexions d'ailleurs, des choses qui ont été engagées. Sincèrement, je suis pas sûre, par exemple, sur la partie tissu, etc. Enfin, ça serait bien, mais que on soit en capacité de faire ça en l'état. Hein. D'autant que, alors, si on prend l'exemple en plus tissu de collection antérieure, compte tenu de la. S'il n'y a pas énormément de production en France, quoi. Donc, derrière. Mais ouais, non, ça fait pas partie des sujets là tout de suite. Ouais, c'est un travail qui est fait pour moi plutôt dans le cadre des filières REP. Ou SGPE, enfin, c'est un sujet de planification écologique finalement, de regarder l'état du truc. Ça va être plus être fait peut-être sur les métaux, effectivement. Et donc, après, il y a en plus sur le textile aujourd'hui une attention particulière avec notamment la proposition de loi sur la fast fashion qui a été adoptée en première lecture. Il y a tout ce qui est sur l'affichage environnemental. Donc là, aujourd'hui, il y a une consultation publique qui est menée sur l'affichage environnemental. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir si ça vous intéresse. Néanmoins, cet inventaire-là est peut-être... en tout cas, je pense qu'il y a une idée des gisements de ressources existants, effectivement. Néanmoins, voilà, après, sur les tissus de collection antérieure, etc., je ne sais pas. Et c'est nos collègues de la Direction générale de la prévention des risques qui s'occupent de ces questions-là. Très bien. Merci beaucoup, Marline. Une toute dernière question qui sera assez rapidement adressée. Est-ce que les objectifs de réemploi et de recyclage sont cumulatifs ou exclusifs? Doit-on prendre en compte les deux objectifs sur le même équipement? Oui, merci pour cette question. Effectivement, c'est une évolution aussi, dans le sens où avant, on avait en fait la même chose, mais aujourd'hui, c'est clarifié dans le sens où on avait une colonne qui était globale et puis une colonne qui ciblait uniquement le réemploi et la réutilisation. Et on avait toujours la question de est-ce que le pourcentage de la deuxième colonne se rapportait aux 5% de la première ou aux 100%. Donc là, les colonnes ont été bien séparées. Et voilà, on a ces deux pourcentages qui sont effectivement cumulatifs. Donc, il faut à la fois acquérir des biens qui intègrent des matières recyclées et des biens qui sont issus du réemploi pour les mêmes catégories de produits. Voilà, je pense que... Donc effectivement, sur ce point-là, le dispositif est plus ambitieux
Parce qu'il y a, même malgré une obligation de réemploi, il y a toujours aussi une obligation d'intégrer des matières recyclées également. Très bien. Super. Bah, écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup, Marline, euh, pour votre temps et puis pour toutes ces informations. Je conclus rapidement sur les prochaines étapes du programme achat circulaire et solidaire. Pour ceux qui sont déjà inscrits, vous avez dû recevoir hier l'invitation pour notre prochain webinaire qui sera une session thématique sur le déménagement. Ça sera un webinaire unique cette fois-ci. Habituellement, on a l'habitude de faire une partie méthodologie et une seconde partie retour d'expérience. Là, ce sera un webinaire d'1 h 30. On aura le retour d'expérience de Toulouse Métropole qui reviendra sur un marché de déménagement qu'ils ont passé. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire au programme achat pour les personnes qui n'y sont pas encore inscrites. Je vais vous mettre le lien dans le chat également parce que c'est pas toujours facile avec le QR code directement. Et pour les communes et territoires de la métropole, petit rappel que l'équipe de la métropole est à votre disposition pour vous accompagner de manière un peu plus opérationnelle sur vos achats circulaires et solidaires, donc notamment en passant par une petite revue de votre programmation achat 2024, même si on est déjà au mois d'avril, ou en tout cas sur tout autre type de document dont vous disposeriez pour voilà, précibler des marchés qui seraient propices à l'économie circulaire et solidaire. Et également tout au long de l'année, au moment de la rédaction de vos documents de marché, on est à votre disposition pour vous pré-rédiger des clauses environnementales, des clauses sociales aussi, puisque nous, à la métropole, on adresse le sujet de l'économie circulaire et solidaire conjointement. Donc n'hésitez pas à me solliciter par mail, c'est moi qui vous envoie les invitations, donc vous avez mes coordonnées ou directement via notre lien Bookings d'équipe où vous pouvez réserver un créneau. Merci encore à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui, vous étiez très nombreux et on en est très contents. On vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au Merci, revoir. au revoir. Merci. Bonne journée.